Voici un livre qu'on ouvre et qu'on ne lâche plus. C'est une histoire d'amour à la fois tendre, drôle et féroce. Americana est peut-être le premier grand roman des utopies du XXIe siècle. Son auteure est africaine et américaine. Cette double appartenance a sans doute aiguisé son regard qui décape les hypocrisies contemporaines. Chimamanda Ngozi Adichie, 42 ans, est aujourd'hui une superstar mondiale, une icône du féminisme et une romancière surdouée. L'histoire débute dans un salon de coiffure, dans une banlieue américaine. Une jeune femme africaine, arrivée aux États-Unis 15 ans plus tôt, s'y fait tresser les cheveux au cours d'un rituel qui dure des heures et autorise la rêverie et les confidences. Et justement, cette jeune femme vient de prendre une grande décision, quitter l'Amérique et rentrer en Afrique. En 15 ans, elle a pourtant appris à s'intégrer, c'est-à-dire à perdre son accent africain, à découvrir qu'elle était noire. Tiens, comment l'aurait-elle su dans son Nigeria natal, où ne vivent que des noirs, se demande-t-elle. Elle a appris à lisser ses cheveux, mais aussi son vocabulaire, puisqu'ici on ne parle pas de noirs, mais de gens de couleur. Cela dit, ce n'est pas par dépit qu'elle prend la route du retour, non. Derrière elle, il y a l'ombre de son grand amour d'adolescence, pour qui le rêve américain s'est transformé en cauchemar européen, ou plutôt londonien, car le garçon, lui, a échoué en Angleterre, où il a survécu comme esclave avant d'être expulsé. Mais au Nigeria, en bricolant, il vient de faire fortune, et il a épousé une femme, mais qu'il n'aime pas. Cela dit, retrouver le temps d'avant, est-ce vraiment possible ? Avec ce roman superbe, Chimamanda Ngozi Adichie s'impose comme l'une des grandes voix de la littérature africaine. De la littérature, tout simplement. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie est publié en poche chez Folio. Dans les livres, on présente l'exil comme un drame, ce qu'il est bien sûr pour celles et ceux qui doivent le subir. Mais l'exil peut parfois se transformer en chance, en opportunité de se réinventer. L'exil vaut le voyage, c'est ce qu'affirme Dany Laferrière dans un livre enchanteur entièrement écrit à la main et dessiné par l'auteur. En quelques années, Dany Laferrière s'est imposé comme l'un des écrivains les plus attachants de la littérature française. Né en Haïti, il s'est exilé lorsque l'un de ses proches amis a été assassiné par la dictature de Duvalier. Il a vécu à Montréal, à Miami, à New York. Il est arrivé à Paris, gare de l'Est, presque sans un sou en poche, et il est aujourd'hui membre de l'Académie française. Les dessins d'un écrivain sont toujours révélateurs. Ici, Dany Laferrière se fait le peintre de l'exil. Contre toute attente, il déploie énormément d'humour sur ce sujet grave. Dany Laferrière célèbre les joies de l'exil, à travers notamment des portraits des écrivains qu'il aime et qui l'ont aidé à transformer ce voyage forcé en quête initiatique. Quand il arrive à Montréal, par exemple, il se compose une bibliothèque dans laquelle il ne place que des exilés. Ovide, Victor Hugo, Borges, Solzhenitsyn. Il faut dire que ce voisinage est plutôt inspirant. Il nous raconte aussi comment il est devenu écrivain, pour séduire les filles. De fil en aiguille, ce monstre effrayant qu'est l'inconnu de l'exil s'est transformé en vagabondage plutôt hédoniste. Les pérégrinations forcées offrent des avantages qu'une vie de sédentaire nous épargne, et ce qui au départ était un arrachement devient une libération. Finalement, le dictateur qui pensait punir Laferrière en le poussant à l'exil lui a rendu, et à nous aussi, un fier service. L'exil vaut le voyage de Dany Laferrière, un livre plein de dessins, publié chez Grasset. Changer de vie, ça vous tente, mais changer de peau, par exemple devenir blanche quand on est né noir à la faveur d'un malentendu. C'est très précisément ce que met en scène l'américaine Brit Bennett dans un roman saisissant. Mallard est une petite ville de Louisiane où il ne se passe jamais rien. Et pourtant, cette ville n'est pas tout à fait comme les autres. Figurez-vous que c'est une ville peuplée de noirs qui sont presque blancs. Des hommes et des femmes dont la peau est claire, mais dont le sang dit aux États-Unis qu'ils sont et qu'ils resteront noirs. 2 jumelles disparaissent, adolescentes, dans cette petite ville. Et leur vie se scinde en 2, puisque l'une d'entre elles, Stella, se fait passer pour blanche. Oh, un peu par hasard, sans l'avoir vraiment voulu. On l'a prise pour une blanche et elle n'a pas démenti, tout simplement. Parce que, il y avait au bout la promesse d'un travail, d'une situation, d'un mariage avec un bel homme blanc fortuné de Boston. Elle a donc joué un rôle, comme au théâtre. L'imposture était insoupçonnable. Ce n'est qu'ensuite que l'engrenage s'est mis en place et il est implacable. Des années plus tard, sa fille, une blonde platine symbole de la californienne futile, devient amie avec une jeune femme à la peau noire comme du goudron et qui dit venir de cette petite ville oubliée de Louisiane. Elle pourrait même être la fille de cette sœur jumelle abandonnée il y a des années.
Changer de vie, tout reprendre à zéro, devenir quelqu'un d'autre, ce sont les illusions que les États-Unis nous vendent depuis toujours. Mais peut-on bâtir sa vie sur le mensonge, vivre dans une mascarade sans en payer un jour le prix? Brit Bennett, jeune romancière née en 1990, propose ici une réflexion brillante sur le racisme, le changement de peau ou de sexe, l'identité, les faux-semblants et la réalité. Comment être soi-même dans un pays obsédé par la couleur? Réponse dans L'autre moitié de soi de Brit Bennett, un roman publié chez Autrement. Tout le monde sait que les écoles disciplinaires étaient des endroits difficiles pour les adolescents, mais on ignorait que poser le pied dans certaines d'entre elles, c'était faire le premier pas vers l'enfer, et ce, jusqu'à une époque très récente. C'est en 2011 qu'une équipe d'archéologues a découvert par hasard un cimetière clandestin dans l'enceinte d'une école disciplinaire de Floride. Des centaines d'ossements ont été retrouvés et leur analyse a montré qu'ils provenaient de corps torturés. Les langues peu à peu se sont déliées et l'histoire terrible de cette école a été révélée. Elle a inspiré au romancier Colson Whitehead un livre coup de poing, Nickel Boys, qui lui a valu son 2e prix Pulitzer en 3 ans. C'est l'histoire d'un jeune noir, orphelin, un peu idéaliste, qui s'apprête à entrer à l'université quand il est arrêté, accusé à tort de vol de voiture et envoyé à Nickel, cette école disciplinaire de Floride. Il faut dire que nous sommes en 1962, en pleine ségrégation. À Nickel, il est soumis aux pires sévices. Je vous passe les détails, je ne vous dis rien non plus de ce qui adviendra de ce jeune garçon, mais je vous affirme que cet endroit n'est pas unique, qu'il existe des centaines de lieux comme celui-là, des soi-disant écoles qui vous brisent, vous déforment, vous rendent inaptes à une vie normale, alors que vous auriez pu devenir médecin, avocat, prof ou candidat à la présidentielle, si l'injustice ne vous avait pas précipité dans ces usines à souffrance disséminées dans tout le pays. Colson Whitehead démontre la mécanique qui a poussé les Blancs à haïr les Noirs. Il montre aussi comment les Noirs ont été formés à attendre que les Blancs leur adressent la parole avant de pouvoir leur parler, comment les injustices vous rendent dociles. Il faut que les jeunes lisent ce roman formidable dont la chute est une claque, car il raconte ce que leurs parents ne veulent pas ou ne peuvent pas leur dire. Nickel Boys de Colson Whitehead, c'est publié aux éditions Albin Michel. Avez-vous lu le grand roman des indépendances africaines? C'est une satire remarquable signée par un romancier ivoirien qui écrivait un français somptueux. Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma évoquent avec une irrévérence joyeuse et un humour poétique les promesses dévoyées des indépendances africaines au tout début des années 60. Kourouma entre par la grande porte dans la cour des romanciers qui ne craignent pas de passer leur pays à la paille de fer. Le héros de cette épopée burlesque s'appelle Fama. Et si vous lui posez la question, pour lui, franchement, c'était mieux avant. Avant l'indépendance de son pays, la Côte d'Ivoire tout d'abord. Et même avant la colonisation, c'est-à-dire au temps très ancien où ses aïeux régnaient sur le fief du Horo-Dougou. Car, au mépris du droit coutumier, les colons blancs se sont permis d'interférer dans la constitution des chefferies et Fama a été écarté de la succession au profit d'un cousin en raison, dit-on, d'intrigues, déshonneurs, maraboutage et mensonges. À défaut d'être chef de village, Fama est devenu un riche commerçant. Il faut dire que la colonisation lui a bien profité sur le plan des affaires. Mais quand sonne l'heure des indépendances, tout change, car sous le nouveau régime post-colonial, Fama perd tout et n'a plus aucune place. Sans excuser les vices du colonialisme, il en regrette à présent la vertu, c'est-à-dire la liberté du négoce. Pour survivre, Fama doit disputer le rôle de premier maître de cérémonie d'obsèques à de vulgaires griots. Car les vrais griots, c'était avant. Il n'est plus respecté par personne. Quant à sa femme, l'indépendance la taraude, elle aussi, et elle se demande si ce n'est pas lui, Fama, en réalité, qui est stérile dans leur couple. Amadou Kourouma s'initie un coup de maître. Fama, cet analphabète extravagant, ressemble à un Don Quichotte ivoirien, à la langue bien pendue. Il fait désormais partie des grands classiques. Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma, c'est à lire en poche, chez Point Seuil. Quelle romancière vécut entre la Guadeloupe et Paris et raconte le basculement de l'état de jeune fille modèle à jeune femme rebelle. Maryse Condé s'est imposée comme l'une des plus grandes romancières contemporaines et elle a débuté son autobiographie, Le cœur à rire et à pleurer, lorsqu'elle avait déjà passé la soixantaine. Il vaut mieux avoir pris un peu de recul sur son enfance pour la filtrer et la raconter, ça évite les poncifs. Ici, Maryse Condé fait rire dans les portraits à la pointe sèche qu'elle brosse des protagonistes de son enfance à Pointe-à-Pitre, mais aussi dans la confession de sentiments d'enfant gâté et de ses humeurs d'adolescente fière de ses prouesses scolaires, mais insatisfaite de sa physionomie et surtout exaspérée par le ridicule qu'endossent malgré eux ses parents. Rire,
mais aussi pleurer, car les occasions de s'émouvoir sont multiples, que ce soit avec l'éloignement et la maladie d'un grand frère adoré, ou le déclin physique de ses parents incompris. Marie Scondé est née un mardi gras, en plein carnaval. Avouez que ça laisse présager du meilleur. Au sein d'une fratrie de 8 enfants, elle se sent décalée, convaincue de ne pas avoir été désirée. Et puis il y a ce passage, superbe et tragique, qui a sans doute déterminé sa vocation. À Paris, les garçons de café, surpris de rencontrer en ses parents à la peau noire des clients élégants et instruits, s'exclamaient « Oh, qu'est-ce que vous parlez bien le français !» Et ses parents n'osaient pas dire qu'ils étaient aussi français qu'eux. Pour la jeune Maryse, ce faux compliment des garçons de café est presque moins humiliant que l'attitude de parents qui n'ont pas le cran de les remettre à leur place. La culpabilité, le sentiment d'aliénation, voilà contre quoi Marie Scondé se bat, et son arme, c'est le rire. Et c'est ainsi que la jeune fille modèle devient une jeune femme rebelle. Le cœur à rire et à pleurer de Marie Scondé, c'est à lire en poche chez Pocket. Quel roman, écrit dans un prodigieux cocktail de créole et de français, remporta le prix Goncourt en 1992 ? Il raconte l'histoire d'un quartier de Fort-de-France. Texaco de Patrick Chamoiseau a reçu le prix Goncourt en 1992 et c'est l'un des meilleurs romans de cet écrivain martiniquais à l'œuvre d'une dextérité inouïe. Texaco, c'est le nom d'un quartier échafaudé à la périphérie de Fort-de-France, dans le périmètre des citernes de la compagnie de pétrole américaine. Un homme recueille les souvenirs de la femme Matador, celle qui est à l'origine du peuplement de ce quartier. Alors, comme beaucoup d'autres martiniquaises de sa génération, Marie-Sophie Laborieux ne connaît pas l'année de sa naissance, 1913 sans doute. En revanche, ce qu'elle sait, c'est que c'est en 1950 qu'elle est arrivée à Texaco. Et c'est sa voix savoureuse, son verbe haut et son langage imagé qui nous émeuvent et nous grisent de la première à la dernière page. Tout commence lorsque la municipalité envoie à Texaco un jeune urbaniste pour rétablir l'ordre public. Autrement dit, pour raser ce quartier où s'entassent les cases en fibrociment, toutes plus insalubres les unes que les autres, et qui gênent la vue des braves gens. Mais c'est compté sans Marie-Sophie, qui entreprend de raconter au jeune homme l'histoire de Texaco, en déroulant l'aventure des esclaves, des marrons et des affranchis pas tout à fait libres, et de leur descendance, de son père et de sa mère aveugles, en mentionnant les injustices causées par les béquets accaparateurs et les vexations des mulâtres. Marie-Sophie reconstruit l'histoire de la Martinique en même temps que celle de son quartier. Et près de 2 siècles défilent ainsi en mode épique, lyrique, satirique, sous la plume de Chamoiseau. Mais dans ce roman superbe, c'est avant tout la vérité des personnes plutôt que des personnages qui frappent et émotionnent comme un vieux rhum. Texaco de Patrick Chamoiseau, c'est à lire en poche chez Folio. Quel roman d'une écrivaine sénégalaise est devenu un classique parce qu'il conteste la persistance des traditions qui font de la femme la vassale de l'homme. Une si longue lettre, parue en 1979, est le premier roman de la sénégalaise Mariama Ba. Mariama Ba n'aura hélas pas le temps de profiter du succès phénoménal de ce livre manifeste sur la condition féminine, traduit dans 25 langues. Elle meurt 2 ans plus tard, en 1981. Mais ce roman est tout simplement visionnaire, et le lire aujourd'hui, eh bien, c'est plonger aux racines de l'émancipation des femmes. C'est l'histoire de Ramatoulaye, dont le mari vient de mourir. Elle l'annonce par lettre à sa plus proche amie, divorcée, sur un ton digne et pudique. La confidence, écrit-elle, noie la douleur. Elle écrit donc des lettres à cette amie d'enfance. Elle lui raconte les phases successives du deuil de 40 jours imposé par la tradition, et au cours desquels il lui faudra lutter contre son beau-frère, qui s'estime seul successeur et héritier de son mari. En réalité, on découvre vite que c'est moins le décès de son mari que le rappel de sa trahison qui l'a fait souffrir. Car, après 25 ans de vie commune, ce mari jeta son dévolu sur une amie de leur fille et l'a pris comme coépouse. Au moment de payer les dettes de son mari, Ramatoulaye découvre, stupéfaite, qu'il avait gagé leur maison pour financer son train de vie et celui de sa jeune et nouvelle épouse. « Je m'étais préparé à un partage équitable selon l'islam dans le domaine polygamique, écrit-elle. Je n'eus rien entre les mains. » Mariama Ba dresse le portrait d'une femme qui n'est pas héroïque, mais exemplaire. De lettre en lettre, elle montre une femme humiliée, mais lucide, puis combative, et qui apprend à retrouver l'énergie de sa jeunesse. Lorsqu'étudiante, elle militait avec sa meilleure amie pour le progrès et l'égalité des droits, condition indispensable si l'on veut refaire sa vie. Une si longue lettre de Mariama Ba, c'est à lire en poche au Serpent à plumes.
Quel roman récemment couronné par le prix Femina raconte de façon saisissante l'histoire d'Haïti, première colonie à conquérir l'indépendance et pays le plus déshérité des Amériques? Bain de lune est le 6e roman aussi étourdissant qu'un rite vaudou de Yannick Lahens, né en 1953 à Port-au-Prince. Une œuvre aux accents faulknériens qui s'ouvre sur le monologue d'une jeune fille échouée sur une plage au 3e jour d'un ouragan. Elle ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé, sa mémoire divague, et pour comprendre, eh bien c'est toute la chaîne de son existence jusqu'à son ancêtre le plus lointain qu'elle devra remonter. Dans sa confusion, elle invoque les divinités vaudoues et elle mentionne parmi des noms de ses ancêtres un certain Tertullien Mésidore et une certaine Olmène. Tertullien Mésidore possédait les 3/4 des terres. Il se comportait en maître absolu. On dit qu'il avait tué, qu'il avait volé, qu'il avait copulé avec toutes les femmes des paysans et des pêcheurs des environs. Mais le prédateur fut touché par un sortilège le jour où il croisa le regard d'Olmène. Or, cette jeune femme, Olmène, appartenait à une famille rivale que le père de Tertullien Mésidore avait ruinée. Sous le manteau de la passion pointe le couteau de la vengeance, car, ça vous le savez bien, les drames roulent de génération en génération. Bain de lune est un roman qui foisonne de personnages, mais aussi de paysages, d'histoires, de légendes qui en apprennent beaucoup sur la vie quotidienne du peuple d'Haïti. À travers la rivalité de deux familles, Yannick Lahens raconte la misère des paysans, mais elle rappelle aussi combien le culte vaudou et l'invocation des ancêtres restent aujourd'hui encore une source de résistance pour tous ceux qui sont abandonnés à leur sort. Ce roman est porté par une écriture imagée, ondoyante, mais surtout par un souffle cyclonique. Bain de lune de Yannick Lahens, c'est à lire en poche chez Point.